Désormais, toute personne désirant construire une maison à étage est obligée de faire systématiquement recours à un architecte, une mesure de sécurité pour s'assurer davantage du respect des normes en matière de construction immobilière. La loi a été adoptée ce vendredi. Et puis l'élan de solidarité se poursuit en faveur de Tinkwilga Nana, ce septagénaire qui avait fait don d'un sac de ciment à l'initiative Faso Mebo. Le dernier acte en date nous vient de Simfaso, une société de cimenterie qui a décidé de reconstruire sa maison avec des matériaux beaucoup plus modernes. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 19h30. Je vous le disais à l'instant, le gouvernement veut mieux encadrer le secteur de l'architecture au Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition vient d'adopter dans ce sens une loi qui fait obligation à tout titulaire de projet immobilier nécessitant un permis de construire de faire obligatoirement recours à un architecte. Au cours de la même séance plénière, les députés ont donné aussi quitus à la loi portant réglementation de la profession de conseiller fiscal. Voyons les implications de tous ces textes de loi avec Arsène Kontamé. La plénière du 5 juin à l'Assemblée législative de transition a abouti à l'adoption de deux projets de loi. Deux textes qui viennent renforcer le cadre réglementaire de professions jusque-là peu ou pas encadrées. Le premier texte adopté, celui portant réglementation de la profession d'architecte au Burkina Faso. Il introduit une mesure clé, le recours obligatoire à un architecte pour tout projet nécessitant un permis de construire. Mais l'idée qui est derrière d'instaurer ce recours obligatoire pour nous, c'est d'ailleurs pour pouvoir sécuriser davantage, assurer une certaine sécurité de nos investissements, tout ce qui est construction à niveau, tout ce qui est construction d'infrastructures recevant du public. Naturellement, vous voyez qu'on n'avait même pas forcément besoin de dire que c'est obligatoire, mais nous avons tenu à le préciser parce que derrière, il y a des responsabilités, il y a des sanctions à prendre en cas de sinistre, par exemple. Donc voilà un peu sur cette question de recours obligatoire qui ne doit pas forcément faire peur, effrayer les gens. Le texte facilite aussi la mobilité des architectes dans l'espace UEMOA et instaure une chambre permanente de discipline. On profite pour internaliser une directive de l'UEMOA. Et donc cette directive offre des opportunités à nos architectes de pouvoir s'établir et de pouvoir exercer dans d'autres pays membres de l'UEMOA, ce qui n'était pas également le cas avant l'adoption de cette nouvelle loi. Et l'autre innovation dont je parlais, pour traiter des cas de conflit au sein de l'ordre des architectes, il y avait quand même des difficultés. Donc avec l'innovation qui constitue l'instauration de cette chambre permanente de discipline, vous voyez que ça permet de régler pas mal de choses. Second texte voté, la loi encadrant la profession du conseil fiscal. Jusqu'ici, cette activité n'était pas régie par un texte spécifique. Le nouveau cadre vient combler ce vide juridique, sécuriser la pratique et renforcer la transparence. Et pour les acteurs du métier, donc le conseil fiscal, cette loi vient mettre en place donc un cadre autonome qui va se charger donc de défendre l'éthique et bien sûr aussi les intérêts des membres de l'ordre national du conseil fiscal. Alors cette loi fait également obligation de certaines actions fortes en termes de formation, en termes de transparence, en termes de responsabilité de l'ensemble des membres de l'ordre national du conseil fiscal. Ces deux textes s'inscrivent dans une dynamique de réforme structurelle entreprise par les autorités burkinabées pour renforcer les normes professionnelles et améliorer la gouvernance. Direction l'arrondissement 5 de Bobo-Dioulasso où s'est tenue mercredi dernier la traditionnelle montée des couleurs nationales, une séance pour raviver la fibre patriotique et qui sert aussi de cadre de communion entre agents communaux, forces de défense et de sécurité et population civile. Yeri Yasmine Midiour et Soto Justin Dabiri. Tradition une fois de plus respectée à l'arrondissement numéro 5 de Bobo-Dioulasso qui accueille la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales pour ce mois de juin 2025. Autorités communales, coutumières et religieuses ainsi que les populations du dit arrondissement, tous au pied du drapeau pour témoigner leur appartenance au Burkina Faso. C'est un moment privilégié
où nous nous retrouvons unis sous le même drapeau pour réaffirmer notre engagement envers notre nation. Il nous rappelle les sacrifices de nos aînés pour l'indépendance et nous exhorte à œuvrer chacun à son niveau pour un avenir meilleur. Dans un contexte où notre pays fait face à des défis sécuritaires et humanitaires importants, cette cérémonie prend tout son sens. La montée de notre drapeau avec ses couleurs, le rouge pour la lutte et le sacrifice, le vert pour l'espoir, l'abondance et l'étoile jaune symbolisant le guide de notre révolution est un acte puissant. Ensemble, ils hissent haut les couleurs nationales du Burkina Faso, symbole puissant et acte patriotique, témoin de la résilience du pays des hommes intègres. C'est un rappel de notre résilience collective, de notre capacité à nous tenir debout, solidaires face à l'adversité. Elle symbolise notre détermination à surmonter les épreuves, à protéger notre vivre ensemble et à bâtir un Burkina Faso de paix, de justice et de prospérité. La cérémonie de montée des couleurs dans la commune de Bobo-Dioulasso est une activité tournante et mensuelle mise en œuvre dans le cadre de l'initiative présidentielle. Elle a pour but de renforcer le civisme et le patriotisme des citoyens. Un rendez-vous est pris en juillet 2025 pour la même activité à l'arrondissement numéro 6 de la commune. Dans le secteur sanitaire, eh bien, lorsqu'on parle de cancer, l'on a tendance à penser le plus souvent aux adultes et pourtant les enfants aussi en sont victimes, sauf que dans leur cas, les spécialistes sont peu nombreux. C'est donc pour changer la donne que la Société burkinabé de pédiatrie renforce les capacités d'une quarantaine d'agents de santé, le principal objectif étant d'améliorer le taux de diagnostic précoce, ce qui permettrait d'amener à 80% le taux de prise en charge réussi des malades de cancer pédiatrique. Maxime Boudou. La plupart des enfants atteints de cancer au Burkina Faso arrivent tardivement dans les formations sanitaires. Conséquence, leur taux de survie se chiffre autour de 20%. Pour rehausser ce pourcentage à au moins 60 d'ici 2030, les praticiens du domaine misent sur le diagnostic précoce des cancers pédiatriques. À l'initiative de la Société burkinabé de pédiatrie, accompagné par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, des agents de santé approfondissent leurs connaissances sur la prise en charge de la leucémie aiguë, le lymphoblastique et le néphroblastome, tous des cancers fréquents chez les enfants. De ces échanges, il ressort que le diagnostic précoce permet de guérir près de 80% des patients touchés par un cancer pédiatrique. Il y a un certain nombre de signes qu'on devrait également enseigner aux parents pour que l'apparition précoce d'un de ces signes-là soit l'objet d'une consultation d'un agent de santé pour que nous ne perdons pas ces enfants. Alors que si on les prend en charge dès l'apparition des signes que nous allons partager ensemble, nous sommes autour de 250 cas qui sont pris en charge annuellement. Mais nous estimons, dans les estimations, il y a au-delà près d'1 millier de cas qui sont attendus en fait dans la population. Malheureusement, le diagnostic n'est pas fait. Venus de plusieurs districts sanitaires du pays, ces praticiens vont 2 jours durant travailler à aplanir les irrégularités dans la prise en charge du cancer. Une initiative saluée par le ministère en charge de la Santé qui met en place le programme national de lutte contre le cancer. Elle vise à coordonner les synergies de lutte contre le cancer. On n'a que 2 à 3 structures hospitalières qui permettent de prendre en charge les cancers pédiatriques. Les ressources humaines aussi sont très limitées. Et je pense que cette opportunité est aussi une occasion pour renforcer les ressources humaines. Parce que quand on parle de plateau technique, c'est vrai qu'il y a les infrastructures, il y a l'équipement, mais il y a aussi les ressources humaines. Tant que les ressources humaines ne sont pas, en tout cas là, ça serait difficile. Donc on a un DS, diplôme d'études spécialisées, pour que chaque année, le nombre de spécialistes dans la lutte contre les cancers pédiatriques augmente. Donc c'est vraiment des stratégies que le ministère de la Santé met en œuvre chaque année, pour que les prestataires, non seulement en nombre, soient plus, mais en qualité aussi plus, afin que la lutte contre les cancers pédiatriques devienne de plus en plus, en tout cas, un succès dans notre pays. Près de 250 cas de cancer pédiatrique sont pris en charge annuellement dans les centres de santé pour près d'1 millier de patients en attente de traitement. De ces résultats, 30% des patients abandonnent leur traitement pour des raisons financières essentiellement.
Lutte contre le cancer infantile, même engagement au district 403A3 du Lions Club International pour mobiliser les fonds de prise en charge des enfants malades. L'organisation à but caritatif a lancé une tombola solidaire. En jeu, une voiture neuve, des billets d'avion et plusieurs autres lots. Les détails avec Océane Daboni. Une voiture de marque Toyota RAV4 flambant neuve, des billets d'avion, des séjours à l'hôtel et des vélos. Ces lots sont mis en jeu dans le cadre d'une tombola exceptionnelle lancée pour soutenir la lutte contre le cancer infantile. Initiée par le district 403A3 du Lions Club International, cette tombola a pour objectif de collecter des fonds afin d'améliorer la prise en charge des enfants atteints de cancer, une maladie qui continue de briser des vies, souvent dans le silence. Le Lions Club est une association qui travaille à soutenir les plus démunis. Et nous travaillons à travers des causes mondiales dont le cancer infantile fait partie. Et depuis 4 années maintenant, nous avons décidé de soutenir ce secteur-là avec l'érection d'un bâtiment au profit de l'oncologie pédiatrique de l'hôpital Yaragado. Ce bâtiment a été érigé au niveau génie civil, mais il n'est pas encore fonctionnel. Nous avons décidé cette année que tous nos efforts seront concentrés sur cette cause du cancer infantile afin que nous puissions donc équiper le bâtiment, le rendre fonctionnel et remettre les clés à l'hôpital. C'est dans ce cadre-là que beaucoup d'initiatives ont été engagées pour mobiliser des fonds à travers une soirée de gala, mais aussi à travers cette tombola. Aux côtés du district, plusieurs partenaires soutiennent l'initiative. Parmi eux, Sunu Assurance et Cefao Motors, qui ont tenu à rappeler l'importance de leur engagement dans cette cause. Il y a 2 ans, nous avons travaillé avec le SAMU social pour sortir les enfants de la rue. L'année passée, on a travaillé avec la chaîne de l'espoir pour l'opération à cœur ouvert pour la chirurgie des enfants. Et cette année, le cancer fait partie vraiment des causes que nous soutenons. Donc c'est tout à fait avec dévotion, avec engagement que CFAO Mobilité a bien voulu soutenir le Lions Club. C'est le geste qui est noble et qui rentre en droite ligne de notre vision et de nos valeurs, qui est le secteur, on va dire, de la santé et plus précisément le secteur. La tombola se poursuit jusqu'au 21 juin prochain. Les tickets sont vendus à 10 000 francs CFA, disponibles dans plusieurs points de vente à travers la ville de Ouagadougou, précisent les organisateurs. On parle à présent de promotion, de santé et de droits sexuels des adolescents vulnérables en Afrique de l'Ouest. Il s'agit là d'une vision du projet Ma Santé Mes Droits de plan international Burkina Faso. Après 3 années de mise en œuvre, les acteurs des 6 pays bénéficiaires étaient à Ouagadougou du 2 au 6 juin pour faire le bilan des résultats engrangés. Les précisions avec Amadou Diko. 3 années après sa mise en œuvre, le projet promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs universels des adolescents vulnérables en Afrique de l'Ouest, dénommé Ma Santé Mes Droits, livre ses résultats. Dans le pilier 1 du projet, il était question de promotion de l'enseignement de l'éducation à la vie familiale dans les établissements post-primaires et secondaires. À ce niveau, on note au niveau national plusieurs acquis considérables. Nous avons pu renforcer la capacité de 350 enseignants et de 20 animateurs de la vie scolaire. Nous avons aussi renforcé les capacités de 1054 pères, éducateurs et agents de santé à base communautaire. Et les enseignants traduisent l'EVF dans les classes à travers des modules qu'on leur a donnés. Et les pères éducateurs et les ASPC ont traduit réellement l'EVF au niveau communautaire et ont touché des milliers et des milliers de personnes. Dans son volet renforcement du système de santé pour les services adaptés aux besoins des adolescents, le projet a permis à 500 agents de santé de renforcer leurs compétences sur la question sanitaire. Nous avons formé les acteurs sur le plaidoyer et nous avons conduit des plaidoyers. Nous avons amené les jeunes eux-mêmes à conduire un plaidoyer auprès des autorités régionales. Ils ont été écoutés et le gouverneur leur a prodigué des conseils. Aujourd'hui,
nous sommes satisfaits parce que eux, pensant que les grandes personnes ne parlent pas, voilà, pour eux, ils sont allés eux-mêmes, ils ont parlé, ils ont été écoutés actuellement. En tout cas, je pense que le message est très bien entendu et suivi sur le terrain. Beaucoup d'enseignants, je pense autour donc, de plus de 300 enseignants donc, ont été formés au Burkina pour la mise en œuvre donc, de l'éducation à la vie familiale. Il y a eu donc des chefs d'établissement, des responsables donc, éducatifs ont été tous formés donc, à cette thématique-là. Et je pense qu'au résultat final, c'est le Burkina donc, qui a gagné parce qu'il y a eu un véritable donc, changement de comportement donc, de la part donc, de nos apprenantes et apprenants. En plus du Burkina Faso, 5 autres pays ont bénéficié des interventions du projet Ma Santé Mes Droits. Il s'agit du Bénin, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry, de la Sierra Leone et du Togo. Présent à cet atelier régional d'apprentissage et de capitalisation, chaque pays bénéficiaire dresse le bilan de ses actions réalisées. Nous pouvons aujourd'hui nous satisfaire de certains résultats qui sont certains effets qui ont permis de faire évoluer la question de la santé sexuelle et reproductive dans les différents pays. Et ce qui était une innovation pour le projet, c'était le développement des cartes d'activité de CS pour attaquer le milieu extrascolaire. Nous avions déjà pu travailler au milieu scolaire, mais le milieu extrascolaire était celui qui était le moins représenté et nous avons pu y avoir accès à travers les cartes d'activité de CS. La mise en œuvre du projet Ma Santé Mes Droits a été cofinancée par l'Union européenne et Plan international, un financement estimé à 10 millions d'euros. Et parlant des droits des plus jeunes, il y a aussi le droit d'accès à la justice. Mais quel type de justice adaptée à leur statut? En plus de la justice classique pour enfants, le Burkina Faso a mis en place plusieurs mécanismes endogènes pour mieux appréhender la médiation juvénile pénale. En marge du 5e Congrès mondial sur la justice des enfants, l'ONG Terre des Hommes et ses partenaires se penchent sur le sujet. Quel mécanisme d'assistance judiciaire adapté aux enfants en conflit avec la loi? C'est à cette préoccupation que l'ONG Terre des Hommes et ses partenaires tentent de répondre par des recommandations adéquates au cours de cet atelier qui se tient en marge du 5e Congrès mondial sur la justice avec les enfants. En termes de médiation pénale juvénile, le Burkina Faso a fait un bond en avant ces 5 dernières années. Plusieurs ressorts endogènes ont été mis en place avec la contribution des chefs coutumiers. Il y a quelques 5 bonnes années, le Burkina a développé une pratique innovante en lien avec la médiation pénale en faveur des enfants. C'est un processus dans lequel aujourd'hui, acteurs de la communauté, particulièrement les chefs traditionnels, s'asseyent avec les acteurs de la justice sur une même table et discutent les questions des enfants. Sur un autre plan, vous verrez aujourd'hui des acteurs judiciaires, notamment les procureurs du Faso, qui délèguent des dossiers d'enfants à des chefs traditionnels pour que justement ces chefs traditionnels mènent la médiation pénale dans un litige bien entendu dans lequel l'enfant se trouve être en conflit avec la loi. C'est exceptionnel parce que ce sont des pratiques qu'on a rarement vues et aujourd'hui le Burkina est pratiquement à 5 ans, 6 ans de mise en place de ce processus de médiation pénale. Cet événement sera donc l'occasion de partager l'expérience réussie du Burkina Faso en matière de mécanismes locaux de justice pour enfants. Il s'agit notamment des cliniques juridiques, la maison du médiateur et le pro bono. Le gouvernement burkinabé réaffirme son engagement en faveur du respect des droits des enfants. Il y a beaucoup d'initiatives sur le terrain. On a parlé de la maison du médiateur qui permet à des médiateurs sociaux sous le contrôle et la direction des procureurs du Faso d'aider les enfants sur le terrain, notamment les enfants qui sont en conflit avec la loi. Au niveau des maisons d'arrêt, nous avons des quartiers pour mineurs, donc ce qui veut dire qu'on tient compte de la vulnérabilité des enfants en prévoyant un quartier qui leur est spécifique pour tenir compte de leurs besoins dans le milieu carcéral. Plusieurs partenaires intervenant dans le domaine de la protection des droits et le bien-être des enfants veulent faire de ce 5e congrès mondial un cadre privilégié
pour porter davantage leur voix. Étant donné qu'il reste un enfant, et donc il n'est pas encore responsable pour ces actes qu'il pose, alors il est important qu'on puisse voir dans ce sens-là comment mettre en place des mécanismes pour permettre à cet enfant-là de comprendre qu'il a fait peut-être une erreur et comment on le permet de réinsérer sa communauté, sa famille, pour être encore avec les siens et connaître son plein épanouissement. Cela est très important. L'initiative mondiale sur la justice avec les enfants aborde les questions actuelles liées aux droits des enfants et des jeunes en contact avec le système judiciaire. Au Burkina Faso, l'initiative est menée par l'ONG Terre des Hommes et ses partenaires. Je vous le disais en début de journal, l'élan patriotique exprimé par le septuagénaire Tinkwilga Nana suscite encore des réactions positives chez les Burkinabés. Il a fait don d'un sac de ciment à l'initiative Faso Mebo sans rien attendre en retour et son geste a ému plus d'un. Un bon samaritain lui a d'abord offert une moto neuve et maintenant il verra aussi sa maison reconstruite grâce à Simfato, une société de cimenterie. La promesse lui a été faite lors d'une visite à son domicile en présence d'Abdou Aziz Sarri. Depuis son acte patriotique, le vieux Tinkwilga Nana ne cesse de recevoir des cadeaux de la part des populations et institutions burkinabées en guise de remerciement. Après avoir reçu une moto neuve en début de semaine, le septuagénaire reçoit encore un autre don ce 5 juin, venant cette fois-ci de Simfaso. Ce sont des gadgets plus une enveloppe financière. La société de cimenterie s'engage également à reconstruire la maison où loge Tinkwilga Nana. On a constaté en fait que le vieux occupe une maison qui n'est pas construite en fait en ciment. Donc la direction, de par m'avoir pris l'engagement en fait de refaire en fait la maison du vieux pour le permettre de vivre en fait dans une situation beaucoup plus confortable et à l'aise. Parce que quand on regarde la modicité des moyens du vieux et quand on regarde son âge pour l'acte qu'il a posé, c'était tout à fait normal pour qu'on puisse passer quand même, le rendre hommage et le remercier et de, par cette occasion, appeler toutes les bonnes volontés à aller dans le même sens en fait. Le vieux Nana, touché par cette marque de reconnaissance, remercie ses bienfaiteurs. Je remercie énormément Simfaso. Vraiment, les mots me manquent. Je les remercie beaucoup. Que Dieu leur donne la force de continuer leurs travaux afin de bâtir le pays. Je souhaite aussi que la paix revienne au Burkina Faso. C'est la semaine dernière que Tinkwilga Nana a offert un sac de ciment pour soutenir l'initiative présidentielle Faso Mebo. Et le ciment offert était de la marque Simfaso. Dans le secteur financier, c'est un concept qui a le vent en poupe, l'investissement en bourse. Pour certains profanes, c'est un domaine réservé à une certaine classe sociale. Faux, retorque l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'espace UEMOA. Les acteurs veulent alors démystifier le marché boursier qui pour eux est actuellement le meilleur moyen de faire fructifier son épargne et financer ses projets. Archimède Bois. Avec la bourse, investis aujourd'hui pour mieux vivre demain. La thématique est au cœur de cette deuxième édition des rencontres de l'Association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, APSJ-UEMOA. Une initiative qui vise à faire connaître l'univers boursier, souvent perçu comme complexe. On a seulement que 200 000 comptes titres. Quand on ajoute les parts des OPCVM, on arrive peut-être à 300 000. Mais c'est encore très peu au regard de notre population dans l'UEMOA qui approche les 150 millions. Donc c'est très peu. La pénétration n'est pas encore profonde. Le marché, la capitalisation du marché, c'est environ 7% du PIB. Les études ont démontré qu'il faut arriver à 25-30% du PIB pour que le marché ait véritablement un impact que tout le monde peut sentir. Mais ça, on va le faire. On le fait avec nous tous, avec vous,
avec les jeunes, on veut que tout le monde épargne à travers la bourse. Pour l'APSJ, la bourse est non seulement un moyen de fructifier son épargne, mais aussi et surtout de financer ses projets. La bourse est un intermédiaire entre ceux qui ont besoin de financement et ceux qui disposent d'épargne pour investir. Alors donc, quand vous avez cité les entrepreneurs qui ont des projets et qui veulent se faire financer, ils peuvent venir aussi à la bourse. Parce que sur la bourse, il y a ceux qui ont de l'épargne et qui veulent investir, que ce soit les investisseurs institutionnels. Les investisseurs sur la bourse, c'est les caisses de retraite, les sociétés d'assurance et les investisseurs particuliers, les individus. Le ministère de l'économie présent à cette cérémonie se réjouit de sa tenue et soutient qu'elle apportera une plus-value à l'économie nationale. Parce que vous savez, dans notre contexte actuel, il est important de diversifier les sources de financement du développement. Alors, parmi donc ces sources-là, les EGI constituent un élément très important, notamment la bourse, et dans le cadre donc de la mobilisation des ressources pour le financement du développement. Donc, il était donc pour nous important d'accompagner donc cette association-là qui œuvre donc dans ce domaine. Divers panels en lien avec le marché boursier sont au menu de cette activité de l'APSJ, une organisation créée en 1998 et qui comprend 35 sociétés de gestion et d'intermédiation dans l'espace UEMOA. Préservation de l'environnement, le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, sur les traces de ses réalisations dans la commune de Ipelcé, située à une quarantaine de kilomètres de Ouagadougou. Pour réduire leur consommation de bois de chauffe, une trentaine de femmes ont reçu des foyers améliorés. Il y a aussi cette initiative de reboisement avec la plantation d'espèces végétales en voie de disparition et la réalisation d'un parc de vaccination d'animaux. On voit tout cela avec Maxime Ludo. Elle a rompu avec les vieilles habitudes. Talato Wedrago du village de Guisman dans la commune de Ipelcé utilise désormais des foyers améliorés pour sa cuisine. Et ce grâce au projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+. Avec ces foyers, cette ménagère réduit, dit-elle, de moitié sa consommation en bois de chauffe, responsable en grande partie de la dégradation des ressources végétales en milieu rural. Mon foyer traditionnel consommait trop de bois de chauffe. Pour une charrette, j'en avais pour 1 mois. Maintenant, avec mon foyer roundé, je peux faire 2 mois avec la même quantité. J'ai eu 2 types de foyers, un numéro 5 et 8. Comme elle, ce sont une trentaine de femmes qui ont reçu chacune 2 foyers améliorés. Toujours dans le cadre de la préservation de l'environnement, le projet accompagne les communautés avec la mise en place de pépinières multifonctionnelles. Ici, des espèces végétales menacées de disparition sont repiquées afin de les protéger. Il y a des espèces médicinales qui sont produites dans cette pépinière-là. Maintenant, qui tendent à disparaître. Actuellement, si vous rentrez au niveau de la forêt, il y a des espèces. Si vous devez chercher ça, si ce n'est pas peut-être à des centaines de kilomètres d'ici, vous n'allez même plus trouver. Mais on a essayé de reproduire ces espèces-là ici, pour pouvoir en tout cas regarnir la forêt de Guisma. Autre réalisation, le parc de vaccination mixte qui peut contenir près de 140 gros ruminants et 300 petits ruminants. Un fourrage pastoral de 18 mètres cubes et des magasins de stockage de fourrage. En visitant ces infrastructures, la gouverneure de la région du Centre-Sud se réjouit des actions menées qui favorisent le développement d'initiatives privées en lien avec l'économie verte. C'est l'occasion pour moi encore d'exprimer au nom des populations de la région du Centre-Sud toute notre reconnaissance au projet RED+, pour ce soutien aux communes dans le cadre de la gestion de proximité pour une meilleure gestion des paysages communaux en renforçant encore la résilience des populations, en préservant nos aires protégées. Au niveau de Ipelcé, le projet est à 76% d'indice de progrès et à 80% de taux de réalisation. La commune est un bon élève en matière d'exécution de programmes avec 200 millions de francs CFA alloués. Nous faisons des investissements dans le cadre de
de l'élevage avec des parcs de vaccination, des forages pastoraux. On travaille aussi dans le cadre des périmètres aménagés, disons dans le domaine de l'agriculture, pour aider les gens à avoir un peu plus de revenus. Tout cela va contribuer à desserrer un tout petit peu l'étau autour des forêts, mais on les réalise avec la volonté des populations, puisque le projet ne vient pas avec une activité déjà choisie, mais on vient, on fait une consultation, on fait un diagnostic, les gens donnent leurs préoccupations, on essaie de voir leur pertinence et ce que cette activité, leur mise en œuvre peut permettre de contribuer effectivement à l'atteinte des objectifs de façon globale du projet. Le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+ a débuté en janvier 2024 pour une période de 2 ans. Subdivisé en 4 composantes, il ambitionne accroître la vitesse de la régénération des espèces et lutter contre le changement climatique. Dans la région du Centre-Nord, les acteurs de la maraîchère-culture font face à d'énormes difficultés, liées notamment à l'accès au marché pour écouler leurs produits et surtout l'insuffisance d'infrastructures de stockage. Pour y remédier, l'ONG APIL a convié autorités régionales et maraîchers autour d'une table de discussion. Océane Daboni. À l'initiative de l'ONG APIL, maraîchers, autorités locales et techniciens agricoles sont réunis ici dans la région du Centre-Nord pour échanger sur les difficultés du secteur. Faible circuit de commercialisation, pertes post-récolte et absence d'infrastructures, entre autres, ce sont là les difficultés auxquelles font face ces acteurs. Pour les organisateurs, cette rencontre répond à l'urgence de renforcer les synergies locales afin de faire face à ces enjeux. Alors, il se trouve que nous avons des succès assez importants, notamment dans la diversification de la production, également aussi dans les questions de soutien à la transformation et aux commercialisations. Mais force est de constater qu'il y a toujours des défis majeurs, dont l'accès au marché, également aussi avoir des infrastructures de qualité pour pouvoir stocker les productions. Alors il y a également aussi des soucis de structuration et de formation et surtout aussi un leadership local au niveau maraîcher pour que la production soit encore plus autonome. Donc nous avons institué le dialogue autorités locales et maraîchers pour qu'elles présentent tous les potentiels de production afin d'avoir également aussi leur attention et faire un plaidoyer pour que les insuffisances que nous avons remarquées dans le travail puissent être comblées par le gouvernement, et par l'État, par les services techniques. Le gouverneur de la région du Centre-Nord salue l'initiative qu'il qualifie de complémentaire à l'offensive agro-silvopastorale lancée par le chef de l'État. Cette rencontre tombe à pic, à point nommé à l'orée de cette saison pluvieuse. Et nous savons tous l'importance de la maraîchère-culture dans notre pays. Et dans tous les plats, dans toutes les recettes familiales, les produits issus de la maraîchère-culture sont beaucoup consommés et elles sont disponibles durant toute l'année. Et cela est possible grâce aux efforts colossaux qui sont réalisés par notre gouvernement. Cette journée d'échange a aussi servi de cadre aux initiateurs pour doter les producteurs d'équipements et d'intrants, un don qui devrait contribuer à renforcer leur capacité de production. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que APIL nous a doté des matériels qui peuvent nous aider à améliorer nos rendements et à beaucoup faire au niveau de l'agriculture. Cette rencontre d'échange bénéficie du soutien de l'ONG Umundi. Elle se tient dans le cadre du programme de sécurité alimentaire et de résilience communautaire. Dans la suite de ce journal, l'unité de production pharmaceutique Profarm a un nouveau directeur général. Bonaventure Woba tient officiellement le gouvernail depuis le 3 juin dernier. Sa mission, repositionner l'institution pour en faire un véritable outil de souveraineté sanitaire au Burkina Faso. Voyons la cérémonie d'installation avec Maxime Libdo. C'est lui le nouveau meneur d'hommes à l'unité de production pharmaceutique Profarm. Nommé en Conseil des ministres du 28 mai dernier, Bonaventure Woba est installé dans ses fonctions de directeur général. En prenant les rênes de cette firme de fabrication de médicaments génériques, il s'engage à fournir à la sous-région des produits essentiels génériques de qualité. C'est la relance rapide de la production des produits pharmaceutiques dans les semaines à venir. Travailler à obtenir une certification ISO 9001
pour renforcer la confiance à nos produits, pour obtenir plus de crédibilité auprès de laboratoires étrangers. Développer des partenariats stratégiques, obtenir la préqualification de l'OMS et assurer aussi la formation continue et le développement des compétences de notre personnel. Il succède ainsi à Touen Taoré Yaogo qui assurait jusque-là l'intérim. En faisant son bilan, le directeur général sorti se réjouit des actions déjà menées pour booster le système de santé, mais reconnaît que d'énormes efforts restent à faire pour hisser haut l'institution. Nous travaillons à corriger d'ordre financier et d'ordre aussi organisationnel. En termes de perspective, il faut noter qu'à date, Profarm totalise 11 molécules développées. Donc, à l'immédiat, c'est de travailler à produire ces molécules-là et à les commercialiser. Alors, en termes encore de perspective, c'est de gouiller et travailler davantage à élargir le portefeuille de produits. Et l'autre élément, c'est de travailler à la réduction, n'est-ce pas, des coûts de la chaîne de valeur. La société Profarm est aujourd'hui une propriété de l'État à travers la Caisse de dépôt et d'investissement du Burkina Faso. L'institution financière publique détient 70% du capital et ambitionne faire de la société un outil de souveraineté sanitaire. Sur l'orientation d'une souveraineté sanitaire, d'engager la Caisse de dépôt au nom de l'État pour acquérir justement ce fleuron, en faire un instrument stratégique de production de médicaments, de production d'alicaments et aussi, pourquoi pas, de valorisation de tout ce qui peut toucher à la pharmacopée traditionnelle. Cette acquisition stratégique par l'État burkinabé est un tournant décisif dans la dynamisation de l'industrie pharmaceutique locale. Dernière ligne droite de ce journal, en prélude à la fête de Pentecôte qui aura lieu ce dimanche 8 juin, le Centre international d'évangélisation a organisé un séminaire international mercredi dernier, un cadre de rencontre, de communion et d'évangélisation. Vous le verrez, les fidèles n'ont pas marchandé leur déplacement à ce rendez-vous spirituel. Amadou Diko. Instant de partage, d'enseignement, de révélation sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit à l'église du siège du Centre international d'évangélisation de Ouagadougou. Des chrétiens venus de 21 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique célèbrent la fête de la Pentecôte ou encore l'effusion du Saint-Esprit. C'est à travers ce cadre dénommé Séminaire international de Pentecôte. Une rencontre spirituelle placée sous le thème « Oin pour une démonstration de puissance et d'évangélisation, moisson fructueuse ». Dans son mot introductif, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, orateur principal, appelle les fidèles chrétiens, surtout la jeunesse, à intégrer en elle l'onction divine, ce qui devrait leur permettre d'accomplir de grands exploits dans la vie. Comme vous avez vu, les grands savants qui ont inventé, les frères Wright qui ont inventé l'avion, les Rockefeller qui ont ouvert des banques alors qu'ils n'étaient pas des banquiers, et donc les Caterpillar et tout ça, les Tourlots, des gens qui ont fait vraiment des exploits dans ce monde-là, des Louis Pasteur, qui n'est pas un scientifique, mais qui aujourd'hui a permis d'avoir des vaccins partout. Ce sont des gens qui ont donné et reçu une capacité, une révélation. Et on a appelé ça les inventions ou les grandes découvertes. Alors si vous mettez les inventions, les grandes découvertes, vous allez voir que les deux groupes-là, que ce soit du point de vue chrétien ou du point de vue naturel, ils se rejoignent et c'est ça qui permet qu'un pays aille dans un développement sûr et certain. Le pasteur Karambiri poursuit en disant qu'il est impossible de parler de développement sans une dose d'onction divine. Pour lui, toutes les grandes découvertes ont été possibles grâce à la puissance du Saint-Esprit. Il n'y aura jamais de développement si les hommes s'en vont sur le naturel, le scientifique normal. Ce n'est pas possible.
C'est pourquoi on dit les grandes découvertes. Si vous avez étudié l'histoire, on dit les grandes découvertes. Ce sont les choses qui sont venues. Celui qui a découvert l'électricité, vous imaginez, si on enlève l'électricité du monde aujourd'hui, on retourne au temps du Néandertal, on retourne au temps encore de l'homme primitif. Mais l'électricité avec ses applications dans tous les domaines a donné au monde d'aller de l'avant. C'est de ça que je vais aborder un peu avec eux, parce que la jeunesse a besoin d'avoir ces choses-là en elle et de partir et de faire des exploits. Sans ça, c'est très difficile. Le séminaire international de Pentecôte 2025 se tient jusqu'au dimanche 8 juin. L'événement sera sanctionné par un concert de louanges et d'adoration avec le chanteur congolais Jaurès Pfister Livula et son groupe musical, le Royaume des Adorateurs. On termine avec ce geste de solidarité du programme Papa E2 en faveur des Burkinabés déplacés de la commune de Tanguin-Dassouri. Une centaine d'entre eux ont reçu des kits complets devant leur permettre de démarrer une activité avicole afin de mieux se prendre en charge. Arsène Koditambi. À Tanguin-Dassouri, 125 personnes déplacées internes reçoivent un coup de pouce pour reprendre pied économiquement. Grâce au programme PAPEA 2, elles repartent avec un kit complet pour lancer une activité avicole. Chaque bénéficiaire repart avec 10 poules, un coq, un abreuvoir, 2 types de mangeoires, un seau, 25 kg d'aliments ponte et 25 kg d'aliments croissance. Si vous voyez la cible ici, c'est les PDI. C'est les PDI qui sont dans les clusters. C'est-à-dire pourquoi c'est les personnes qui sont déplacées à un certain moment, ils n'ont plus de moyens de production, de moyens de résilience. Il faut les accompagner à se relever d'abord et à s'insérer de façon professionnelle dans les circuits. Donc ça devient encore une approche plus durable qu'on le pense. C'est un coup de pouce que nous on donne et c'est à eux maintenant de s'approprier de l'action pour pouvoir évoluer. Des kits simples mais porteurs d'espoir pour les personnes contraintes de tout recommencer. Le vice-président de la délégation spéciale de Tanguin-Dassouri salue l'initiative tout en insistant sur l'importance de l'accompagnement. Tous les bénéficiaires de bien s'occuper de ces loyers qu'ils viennent de recevoir ce matin. Parce que ce sera un exemple pour d'autres bailleurs de s'intéresser. Parce que ce n'est pas fait pour qu'ils passent devant la télé et puis aller dormir ou bien aller les tuer ou bien aller les vendre. Non, c'est pour que ça produise, pour que ça soit bénéfice pour eux-mêmes et aussi pour la population. Pour les bénéficiaires, c'est une bouffée d'air qui va leur permettre d'oublier les longs moments de précarité. Je suis très heureuse pour ce don que j'ai reçu. Je suis sûre que si j'en prends bien soin, il y aura des retombées pour ma famille et moi. Je promets de mettre les bouchées doubles en suivant toutes les consignes qu'on nous a données. Financé par Solidar Suisse et le gouvernement burkinabé, le PAPEA 2 est actif dans 4 régions du pays, le nord, les hauts-bassins, le centre et le centre-ouest. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et pour la confiance renouvelée. Continuez de rester prudents, surtout en cette fin de semaine. Très bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt pour un autre rendez-vous de l'actualité. Bonsoir.